Alors, j'ai aimé les cailloux, j'aime les cailloux depuis l'âge de 8 ans. Alors, on peut toujours trouver pourquoi est-ce que j'aime les cailloux à l'âge de 8 ans. Je dis souvent que c'est à cause d'un instituteur qui était un peu particulier, qui m'a donné ce goût-là. Mais ça ne doit pas suffire, parce que mon grand frère a eu le même instituteur. Dans la classe, on était 30. Et sur ces 30, je dois être le seul à être devenu géologue. Donc, je ramassais des cailloux. J'habitais à Grenoble d'abord, puis Clermont-Ferrand après. Ça, c'est génial, parce qu'autour de Grenoble, il y a les Alpes, autour de Clermont-Ferrand, il y a l'Auvergne. Et puis, progressivement, je me suis mis à vouloir comment ça marche, comment ça se fait. Et donc, dès la 4e, j'étais bien content qu'on m'explique les volcans et tout ça. Puis après est venue la première. Et là, c'était sûr, je voulais faire géologie. Je suis rentré à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. J'ai suivi une scolarité normale, c'est-à-dire qu'au bout de mes 4 ans d'école normale supérieure, j'avais ce qu'on appelait un DEA. Maintenant, ça s'appellerait un M2. Et j'avais l'agrégation. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu le choix de devenir prof de lycée ou commencer une thèse. J'ai eu la possibilité de commencer une thèse puisque j'avais un financement. J'ai fait une thèse qu'on appelle le 3e cycle à l'époque. J'ai fait ça en 3 ans. Donc ça s'est terminé en 80. Et en 80, j'avais de nouveau le choix, faire ce qu'on appelle un post-doc maintenant, ou bien réintégrer l'enseignement secondaire, ce qui ne me plaît plus. J'adore enseigner. Mais je me dis quand même, si je pouvais rentrer à l'université, ça serait mieux que dans le secondaire. Mais à l'époque, il y avait très peu de place à l'université. On recrutait presque pas de maîtres de conférences. La pyramide des âges faisait qu'on avait beaucoup recruté, disons, entre 70 et 80. Et puis, après 80, on ne recrutait plus. Par contre, le CNRS recrutait. Donc, j'ai posé ma candidature au CNRS. C'était faire que de la recherche, un petit peu d'enseignement, mais surtout de la recherche. Et j'ai été pris. Et puis, en 87, l'école normale supérieure de Lyon a été ouverte. J'ai posé ma candidature comme prof à l'école normale supérieure de Lyon et j'ai réintégré l'éducation nationale, enseignement supérieur à Lyon. Il est évident qu'à 8-9 ans en CM1, un caillou ne me racontait pas grand-chose. Mais les fossiles racontaient des choses. On avait des ammonites qu'on prenait plus ou moins pour des escargots, etc. Mais quand je ramenais j'habitais dans les Alpes à l'époque, un cristal de quartz c'était joli, mais je ne connaissais absolument rien de l'origine du cristal de quartz. Au début, ça ne me disait pas grand-chose. Progressivement, maintenant, ce caillou-là me raconte une histoire. Je pourrais vous en parler 3 heures. Grosso modo, le caillou de base raconte ce qui s'est passé dans la région où on l'a ramassé. Par exemple, ce caillou-là aurait pu très bien venir du Beaujolais, on trouve les mêmes dans le Beaujolais, mais quand je vois ça, je peux dire qu'à une certaine époque, dans le Beaujolais, il a dû y avoir un massif de granit qui est sorti, qu'autour de ce massif de granit, par des fissures, passait de l'eau bouillante à 200-300 degrés, que cette eau contenait du fluor, qu'en refroidissant, ce fluor s'est associé à du calcium et a cristallisé ça. Alors vous diriez, tiens, des cailloux qui sont beaux. Enfin, c'est pareil, quelqu'un qui aime la peinture, il fait dire des tas de choses à un tableau, alors que moi je dirais, oui, c'est un beau tableau, voilà. Ça, c'est le caillou, je dirais, minéral. Et puis, il y a les cailloux dans lesquels la vie intervient, ce qui est un peu le cas du deuxième, là, celui qui est rouge et noir, où là, ce caillou me raconte qu'il y a 2 à 4 milliards d'années, il y a des bactéries qui vivaient, qui ont fait un peu d'oxygène avec d'autres processus géologiques, qui avaient des volcans qui crachaient du fer. Et que la rencontre de cet oxygène et de ce fer a fait ce caillou-là. Les cailloux qui racontent le plus de choses sont les plus vieux. Et les plus vieux ont 4 milliards d'années. Et là, ça pose un énorme problème, parce que la Terre a 4,5 milliards d'années, les cailloux les plus vieux ont 4 milliards d'années. On a donc 500 millions d'années où on n'a pas d'objet brut. Heureusement, on a les cailloux lunaires, on a les météorites, quelques cailloux martiens, des photos. Or, 4 milliards d'années, c'est presque jeune pour la Lune. Il y a beaucoup de cailloux plus vieux sur la Lune. Donc avec les autres planètes, avec les météorites, on bouche le trou. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, comment a commencé la Terre ? C'est facile, des poussières sont agglomérées et on a fait la Terre. Sur cette Terre, il y a eu des molécules organiques qui ont été faites sur place, qui sont arrivées avec les météorites, qui sont assemblées, on a fait des cellules, des animaux, des végétaux, des champignons, des bactéries, et on en est à l'état actuel. Ensuite, comment ça va finir ?
D'abord continuer, puis finir si ça doit finir. Alors là, le géologue, il sait très bien ce qui va se passer. Le géologue plus l'astronome. Le Soleil voit sa puissance augmenter régulièrement. On a augmenté de 50% depuis 4 milliards d'années. Mais ça se tombe bien, il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère à l'époque. Donc un Soleil plus faible et beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça faisait à peu près la même température que maintenant, on va dire à la louche. Et progressivement, le Soleil a monté au cours du temps. Quand je parle au cours du temps, c'est au cours des milliards d'années. Ça n'a rien à voir avec les 150 ans des derniers. Et le CO2 a baissé au cours du même temps. On n'a jamais été aussi bas que ça en CO2. Quand je dis ça, les gens me regardent avec des gros yeux, mais je vous assure, le CO2 est à peu près divisé par 10 tous les milliards d'années. Et pour l'instant, ça marche bien, parce que ça se compense à peu près. Le problème, c'est que le CO2, on en a à 0,03% dans l'atmosphère. C'est presque rien. Il ne peut plus baisser. Il n'y en a plus. Enfin, presque plus. Donc, comme il ne peut plus baisser, mais que le Soleil va continuer à augmenter, d'ici 1 à 2 milliards d'années, la température va tellement augmenter que la vapeur, les océans commenceront à bien s'évaporer. Il y aura beaucoup plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les vapeurs d'eau est un gaz à effet de serre puissant, la température va s'emballer et on va dépasser allègrement les 100 degrés. Il fera trop chaud, toute la vie, la Terre va être stérilisée par la température. L'homme, depuis le néolithique, la révolution agricole, modifie considérablement la Terre. Les paysages forestiers sont devenus des paysages de champs, c'est-à-dire de savane. L'homme est un agent modificateur de la planète. Et c'est une catastrophe pour mes petits-neveux. Je suis assez inquiet sur ce qui arrivera à mes petits-neveux d'ici 75 ans. Il fera trop chaud, la mer aura monté, tout ça. Les perturbations climatiques ne vont durer que quelques siècles. Ce qui n'est rien à l'échelle de la Terre. Alors ça sera très embêtant pour tous les écosystèmes, le nôtre en particulier, tous les écosystèmes agricoles, tout ça. Mais pour la Terre, elle en a vu d'autres. Donc je relativise ça à l'échelle de la Terre, ce qui ne m'empêche pas d'être très inquiet pour mes petits-neveux. C'est pas incompatible. La géologie, ça veut dire géos, la Terre, logos, le discours. La géologie, c'est un discours sur la Terre. Les gens ne savent pas ce qu'est la géologie. La majorité des profs, jusqu'à il y a, on va dire, qui ont passé les concours jusqu'à il y a 15 ans, c'était essentiellement des biologistes. On pouvait avoir le CAPES ou la GREC sans passer d'écrits de géologie, par exemple. Les journaux scientifiques, je dirais, populaires, style Science et Vie, Science et Avenir, en parlent pas beaucoup, et quand ils en parlent, c'est toujours pareil, c'est volcans, c'est dinosaures, et en disant souvent un certain nombre d'absurdités, parce que c'est écrit par des pigistes qui, le lendemain, doivent écrire un récit sur Jeanne d'Arc, et le surlendemain sur le théorème de Fermat. Donc, comme ils ne connaissent rien ni à Jeanne d'Arc, ni à Fermat, ni aux cailloux, ben, ils écrivent ce que moi j'écrirais si on me demandait de parler de la philosophie hindouiste au XVIe siècle. Donc la géologie a été sacrifiée dans l'éducation nationale jusqu'à il y a à peu près 15 ans. Alors maintenant, ça va mieux. Il y en a au bac. On ne peut pas être prof de SVT avec le CAPES ou la GREC sans en avoir fait. Mais le temps va mettre du temps à changer cette abominable impression qu'a donnée l'enseignement de la géologie par des gens qui ne la faisaient pas ou qui la faisaient contraint forcé. Alors, disons, depuis que je travaille comme professionnel de la géologie, on va dire depuis que j'ai fini ma thèse, qu'on appelait thèse de troisième cycle à l'époque, c'est-à-dire en 80, ça fait déjà un bail, je me suis arrêté sur la géologie des planètes, donc l'histoire du système solaire, l'origine de la Terre et disons l'histoire de la Terre précoce. Quand j'ai commencé mes recherches, c'était sur la géologie de la planète Mercure. Avant de commencer, je ne connaissais rien de la planète Mercure, c'était vraiment pas mon souci, mais c'était conjoncturel. Une mission américaine avait fait des photos. Les photos venaient d'être mises à la disposition de tout un chacun, donc c'était public. Et de temps en temps, je trouvais des choses qui n'avaient jamais été écrites avant, c'est normal. Les photos dataient de 76 et j'ai commencé à travailler en 77. Donc je n'ai pas pu avoir des prédécesseurs qui trouvaient ce que j'ai trouvé en 74. Donc j'ai eu d'assez grandes satisfactions quand je trouvais quelque chose de nouveau. Des fois, je croyais trouver quelque chose de nouveau. D'autres les avaient trouvés 6 mois avant, puis je ne le savais pas encore. Quand il y a eu une réforme des programmes des lycées, il y a déjà 12, 13, 14 ans, je ne sais plus, on a complètement changé le programme des lycées en sciences de la Terre, et on a demandé aux profs de SVT d'enseigner la géologie des planètes, d'enseigner la climatologie, et on demandait à un prof de lycée d'enseigner les moussons, par exemple, alors que jamais dans sa scolarité, on lui avait parlé de moussons.
Et donc, avec le directeur de l'école d'alors, on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut former les enseignants du lycée, on va faire un site internet de formation permanente. Et j'ai été nommé responsable de ce site internet de formation permanente des profs. Et là, je m'éclate, parce que je fais de la géologie. Quand vous pouvez parler de géologie à 5000 personnes par jour, et que vous aimez ça, ben vous êtes très content. Comment je suis arrivé au musée des Confluences? Je pense que c'est assez simple. Le directeur de l'école normale de Lyon de l'époque faisait partie du conseil d'administration, du conseil scientifique général du musée. Et c'était un des scientifiques de la bande. Et on a demandé, est-ce que tu connaîtrais un géologue qui pourrait faire ça? Et il a pensé à moi. Alors j'ai dit oui sans savoir. Du musée d'histoire naturelle, c'est bien. Et puis, première rencontre, première vision, alors là j'ai failli partir. Parce que j'ai compris, j'ai cru comprendre, j'avais mal compris, qu'on mettait en parallèle les deux approches, les sciences dures et les sciences humaines. J'ai dit, c'est pas possible de mettre ces deux approches intéressantes au demeurant, mais sur le même plan. Tous les mythes, tous ces machins-là, c'est une invention humaine, c'est pas reproductible, alors que la science a la prétention, la vocation et la prétention d'être reproductible, c'est pas le même genre d'approche. Puis quand même, je vais regarder un peu, et je me suis aperçu que ça serait deux approches en parallèle, mais que la séparation serait très nette, qu'on ne mettrait pas sur le même plan l'astronomie, description du réel, l'astrologie, élucubration de l'esprit humain. Alors j'ai dit, on va essayer, on va voir. Et puis plus le temps passe, ça fait au moins 10 ans que cette histoire est lancée, plus je me suis dit, avec l'équipe qu'il y avait, que oui, la séparation était claire, c'était net, et que les gens en sortant, non seulement ne mélangeraient pas ces deux approches, mais peut-être les sépareraient mieux qu'en entrant. Vous avez dans la collection un mini crocodile de Serein qui est grand comme ça, c'est un petit crocodile. On n'aurait pas trop de problèmes si on le rencontrait, on n'aurait pas trop peur. Mais il est conservé d'une façon extraordinaire, on voit ses écailles, on voit ses dents. Et on peut vraiment, même un biologiste peut comparer ce crocodile avec le crocodile actuel. Dans les collections historiques, il y a 4, ce que j'appelle des jocondes, c'était le terme employé par l'ancien directeur Michel Côté. Il y a 4 jocondes géologiques, c'est-à-dire de pièces incontournables. Il y a le mammouth de Choulan, mais ça, c'est pas une joconde, on va dire, parce que des mammouths fossiles, il y en a dans plein d'endroits dans le monde. Vous avez le musée de Leningrad, le musée de Moscou, le musée de New York, vous avez des mammouths fossiles. Bon, celui-là aurait été trouvé à Lyon, c'est bien. Mais il y a 3 choses exceptionnelles qui devraient, si elles sont bien mises en valeur, faire venir les amateurs de géologie du monde entier. C'est une collection de fluorine, comme l'échantillon Velas, qu'on appelle la collection Chermette. C'est un amateur de fluorine qui a fait le don de sa collection, qui a été accumulée au cours du dernier siècle au muséum. Il y a une collection de carbonate de cuivre, c'est des minéraux extraordinairement beaux, parce qu'il y avait une énorme mine de cuivre à côté, à Chessy-les-Mines, et ils ont retiré des échantillons de carbonate de cuivre d'une beauté qui... Vous tapez carbonate de cuivre sur Google et vous avez plein d'échantillons de Chessy-les-Mines qui chantent des collectionneurs privés. Et Lyon, le musée, a une collection extraordinaire. Et puis il y a enfin les fossiles de Serein. Dans l'Ain, il y a un gisement fossilifère qui date de la fin du Jurassique, où il y a une collection de fossiles extraordinaire. Et là encore, beaucoup de géologues du monde entier viendront voir ça. Donc d'ici 1 an et demi, on aura un beau musée. Surtout qu'il y avait des pièces, il faut bien les montrer d'une façon ou d'une autre, on n'allait pas faire 2 musées.